à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo update lecture et j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Alors ce qui va se passer c'est que j'ai tellement de livres en retard que je vais essayer de vous en présenter le plus possible, enfin de vous faire le plus possible de retours. Et puis ceux qui manqueront, eh bien je vais tenter de me rattraper au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Là j'ai une tonne de livres devant moi et du coup on va pas perdre plus de temps. Alors je vais pas forcément vous les présenter dans l'ordre des mois de lecture. Je vais faire comme ça me vient et puis pour vous diversifier un petit peu la chose puisqu'il y a un petit peu de romance, beaucoup de fantaisie forcément et puis il y en a dont vous savez déjà à peu près ce que j'en ai pensé puisque vous avez pu voir précédemment une vidéo vlog lecture. Je vais donc commencer par The Way I Used to Be de Humber Smith qui est publié chez les éditions Gallimard Jeunesse et que j'ai pu recevoir en service presse. De base, c'est pas du tout une lecture que j'aurais lue de moi-même vu les thèmes que ça aborde, puisque oui, faites attention à vous, il y a beaucoup de trigger warning, étant donné que cette histoire, c'est la parole d'une victime de viol. Nous suivons le personnage d'Eden, qui est une jeune fille lorsque notre lecture débute, et cette dernière a été violée par le meilleur ami de son frère. C'est d'autant plus un choc que ce dernier est vraiment proche de la famille et c'est quelqu'un qui est censé être de confiance. Depuis lors, Eden survit, se lève tous les matins, poursuit sa routine, va au lycée, mais tout ça en étant hanté par cet acte. C'est donc une lecture qui a été extrêmement poignante, bouleversante, à qui j'ai mis 5 sur 5 et qui a vraiment été une réelle surprise puisque de base, tout ce qui est agression sexuelle, c'est des triggers que je vais éviter dans mes lectures, des passages que je trouve toujours très dur à lire et là pour le coup dès le début c'est la première scène, donc faites vraiment attention à vous puisque je dirais que dans ce livre déjà il y a l'acte en lui-même qui est un trigger warning, mais il y a aussi tout ce qui est il y a de l'harcèlement, il y a des addictions, il y a du traumatisme et il y a de l'autodestruction aussi. Et j'ai trouvé ça poignant parce qu'on a vraiment suivi cette jeune fille dans cette tentative de survivre à ça tout en essayant de continuer à garder la tête haute parce que c'est une sorte de témoignage, c'est quelque chose qui n'est pas vécu de la même façon pour tout le monde et peut-être qui pourrait faire écho chez d'autres personnes, c'est ça que je trouve beau quelque part. Elle a eu sa propre façon de le vivre et c'est vrai que dans notre lecture on se demande si elle va avoir le courage d'en parler à quelqu'un, si elle va pouvoir dénoncer ça, surtout qu'en plus elle a été menacée, donc c'est d'autant plus rageant et c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré pour cette lecture. Dure encore une fois puisque on la voit en détresse et on la voit sombrer, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer qu'il y ait une remontée, que dans toute cette souffrance il y ait une éclaircie et la fin me donne envie de lire la suite. La fin j'étais vraiment... De toute façon du début à la fin j'étais émue aux larmes mais je veux dire que c'était super poignant. Et bon, je le recommande pas à tout le monde, faut vraiment avoir les épaules pour ça. C'est vrai que c'est chez Gallimard Jeunesse, mais je ne sais pas si je le recommanderais pas plutôt à un public qui a au moins 16 ans. Faites vraiment attention à vous avec cette lecture, c'est assez dur, mais on sent que c'est un livre qui a été écrit notamment pour venir en aide. Il n'y a pas de glamourisation, c'est assez parlant, donc voilà pour The Way I Used to Be. On change de registre avec Ses plaisirs violents, écrit par Chloé Gong et publié chez Sabran. Pour vous réexpliquer, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20. Et ici, un monstre mystérieux qui répand derrière lui une maladie mortelle a commencé à débarquer en ville. Et donc nos personnages qui sont tous les deux issus de familles en conflit vont devoir s'allier afin de résoudre ce mystère. Alors, c'est une lecture à qui j'ai mis 4 sur 5, mais plus j'y pense et plus je me demande si ça valait vraiment 4 sur 5 dans le sens où déjà, c'est pas hyper simple à lire. Voilà, l'écriture est assez lourde à suivre. Je ne sais pas si ça vient de la traduction, mais c'est vrai que de toute façon, forcément, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. L'autrice s'est inspirée de la pièce, je pense, et donc c'est voulu. Quelque part, c'est voulu. Dans un premier temps, ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance. Je trouve que c'était super immersif, qu'on arrive vraiment à se projeter dans les décors. Dans un second temps, le personnage de Juliette, elle est extrêmement charismatique. J'ai beaucoup aimé sa façon d'être. J'ai aussi adoré sa cousine. Je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que du coup, ça fait une éternité que je l'ai lu. Il me semble que c'était au mois d'octobre ou de novembre. Octobre. J'ai lu au mois d'octobre, donc je me souviens absolument plus
des personnages, mais je parle de sa cousine qui est impliquée, qui l'aide dans ses prises de décision. Je parle de celle-ci, j'ai vraiment aimé son personnage, son histoire est super intéressante, je m'y attendais pas du tout au début. Pour ne pas vous spoiler, je reste floue. Je trouve que son identité a été abordée de façon naturelle et j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été fait et rien que sa personnalité, enfin je l'adore. Mais bien sûr il n'y a pas que le point de vue de Juliette, il y a également le point de vue de Roma et pour le coup Roma, bah au final je trouve qu'on n'a pas assez d'informations sur lui, je ne me suis pas plus attachée que ça à lui, puis je le trouve pas aussi charismatique. Donc Roma, j'ai mis des réserves pour le moment. Par contre j'ai bien aimé ses compagnons à lui aussi, même si c'est pas hyper développé non plus, mais voilà, j'ai bien aimé. Ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est le côté politique. Je trouve que la façon dont c'est abordé dans l'histoire, c'est un petit peu comme si on était censé être au courant, comme si on était censé connaître l'histoire de cette époque, mais est-ce que c'est une histoire fictive ou non? Je dirais que c'est un livre fantastique hein, d'ailleurs pour tout vous dire, mais du coup j'arrivais pas à me projeter et à comprendre. On nous parlait de plusieurs factions, tout ça mélangé avec nos gangs, et d'ailleurs c'est dommage, on n'a pas eu plus d'informations que ça sur les gangs, alors que à la base c'est vrai que c'est ce qui m'avait vraiment attiré dans l'histoire, le fait que ce soit une réécriture de Roméo et Juliette mais avec des gangs plutôt que des clans. Même si c'est quand même des clans d'ailleurs, mais bref, je pense que vous m'avez compris. Je voulais cette ambiance un petit peu mafieuse, mais je n'ai pas vraiment apprécié l'exécution. Et ensuite pour tout ce qui est enquête avec le monstre, justement c'est mêlé au côté politique qui pour moi manquait de clarté et rendait le texte, enfin la lecture assez lourde. Et du coup parfois je décrochais un petit peu, surtout qu'au final j'ai trouvé que c'était compliqué pour pas grand chose et que c'était un petit peu long à mon goût. Mais le fait que ce soit une histoire qui est originale, je veux dire dans ce que je lis d'habitude, ça m'a fait lui mettre un 4 parce que voilà, il y a des petits points par-ci par-là qui m'ont vraiment beaucoup plu et ça a pris le dessus sur ce que j'ai moins apprécié. Mais j'espère que le 2 relèvera le niveau. J'ai vu des avis qui disaient contraire, mais je ne vais pas m'y fier, je vais voir par moi-même. En tout cas, avec les révélations qu'on a eues à la fin, j'étais en mode quoi? Bon, voilà quoi, c'était un petit peu évident. Mais je trouve que ça peut très vite partir en vrille et j'ai envie de voir la suite de ces révélations, ce que ça va engendrer. Et voilà, c'était une lecture agréable, un petit peu complexe. Vaut mieux pas le lire quand on est fatigué, je vous dis, c'est un conseil. Mais je suis curieuse pour la suite. Ensuite, un livre qui est un bon exemple quand je vous dis que je ne me fie pas aux avis. Voilà, je préfère éviter parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir de belles surprises quand même. J'ai lu Un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova. Regardez-moi cette beauté. D'ailleurs, je vous ai pas montré les autres livres. Bref, il est très beau. Vous avez des overlays à l'intérieur. Comme par hasard, je les trouve pas. S'il te plaît, coopère. C'est beau. C'est beau. Bref, donc... Un pacte avec le roi elfe, c'est une lecture à qui j'ai mis 4 sur 5, que j'ai beaucoup apprécié, au contraire d'une tonne d'avis que j'ai vu plutôt mitigés. J'ai trouvé que c'était une lecture très sympa. C'est un livre que j'ai voulu lire après, je crois que c'était après Ses plaisirs violents. C'était le même mois que je l'ai lu et je voulais quelque chose de totalement chill, vraiment pas prise de tête, facile à comprendre. Et pour le coup, quand on le lit avec ces intentions-là, eh bien moi j'ai trouvé que c'était une lecture très sympa. Alors, pour vous faire un résumé, dans cette histoire, 3000 ans en arrière, les humains étaient les proies de tout ce qui est espèces magiques. Pour pallier à ce problème, un traité a été signé afin qu'un mur soit érigé pour leur protection et en échange, tous les 100 ans, les humains offrent une femme humaine au roi elfe. Et forcément, être choisie, c'est devoir faire un trait sur son ancienne vie. Et lui là est bien contente puisqu'elle a passé l'âge, normalement elle est censée y avoir échappé. Elle a donc pu suivre des études d'herboristerie afin de pouvoir soigner les habitants de son village. Jusqu'au jour où les elfes viennent pour elle. Luella va donc devoir accompagner le roi elfe, un homme très beau mais très froid, dans un monde où la magie règne mais qui a l'air vraiment très malade. Un lourd fardeau va donc vite peser sur ses épaules, sauver ce monde et le sien. Ce que j'aurais à dire, c'est que oui, au niveau du world building, c'est pas hyper développé, mais j'ai trouvé que c'était très sympa. Pareil, assez immersif la façon dont
les choses sont décrites. J'ai vraiment bien aimé m'y projeter en tout cas. Pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé Luella parce que je me souviens plus du tout du nom du personnage masculin. Attendez, je regarde. Eldas. Donc, parce que Eldas, je trouve qu'il est vraiment pas sympa avec elle au début, pour ne pas dire de choses vulgaires. Et j'ai vraiment bien apprécié son répondant, le fait qu'elle ne cesse pas faire, surtout qu'elle n'a pas été préparée à devenir femme du roi elfe, parce que normalement les jeunes filles en fait elles sont détectées par rapport à un phénomène magique il me semble, et c'est des jeunes filles spécifiquement de son village, hein. Et donc elles sont préparées en amont, et elle n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, elle n'a pas été manipulée pour plaire à cette cour, et du coup elle a sa force de caractère qui est non négligeable dans ce contexte, surtout qu'il y a d'autres personnages qui veulent un petit peu mettre des bâtons dans les roues, dont un que je ne pensais pas aimer, vraiment qui avait l'air très très chiant au début, et au final je l'aime beaucoup, donc comme quoi il y a des surprises. J'ai trouvé que la romance était mignonne. Bon, ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment fou pour tout ce qui est intrigue, hein. Ça reste assez simple, mais vraiment j'ai passé un bon moment de lecture. Donc pour le coup je suis sûre de cette note des 4 sur 5, et j'ai l'intention de lire tous les livres de l'univers. Il me semble que là le dernier qui est sorti ce mois-ci à l'heure où je filme cette vidéo, c'est celui sur les vampires, mais quand j'étais en librairie il n'était pas là, donc je ne l'ai pas encore pris, mais je suis très intriguée d'un petit peu découvrir toutes les différentes espèces. Et je sais pas si je vous ai tout dit. Au pire, je vous ferai une vidéo plus détaillée quand tous les livres seront sortis. En tout cas, si ce genre de lecture vous intéresse, personnellement, je vous le recommande. Ensuite, on va parler de Service Presse que j'ai reçu de la part des éditions Bookmark. Je ne les ai pas lus le même mois, mais bon, tant qu'à faire, autant les présenter ensemble. C'est la duologie L'Archer et le Loup, écrit par Fanny André. Le tome 1, Les Gemmes de Vie. Le tome 2, Les Limbes des Morts. Et ce sont des lectures que j'ai adorées. Pour l'entièreté de la série, je mettrais 4,5 sur 5. J'ai mis 4 au tome 1 et 5 au tome 2. Vraiment génial. Je vous fais un résumé. Cette histoire est une réécriture, même si je dirais plus une inspiration de la mythologie grecque, étant donné que l'autrice a fait le choix de complètement s'en éloigner. On y retrouve des références, mais dans un univers complètement original, avec beaucoup de diversité, que ce soit au niveau de la couleur de peau des personnages ou même de leur orientation, puisqu'on a une romance MF et une romance MM. Et pour l'univers, on a une inspiration de la culture asiatique. Et si je peux vous dire une chose qui peut vous donner envie de lire cette série, c'est que le tome 1, et l'autrice me l'a confirmé, me fait totalement penser à Mulan 2. En fait, récemment, je me suis refait pas mal de Disney et j'avais des souvenirs qui me marquaient de mon enfance, et en fait, j'ai découvert que j'avais une tendance à regarder les suites des Disney. Mais je veux dire regarder encore et encore en boucle. Et Mulan 2, je l'adorais. Alors que bon, à la base, je pense qu'on est d'accord pour dire que les premiers films sont les meilleurs. Forcément, il y a des exceptions. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai dû regarder Mulan 2 des dizaines et des dizaines de fois. Et quand j'ai lu L'Archer et le Loup, le tome 1, ça m'y a totalement fait penser. Pour ce qui est de la tranche d'âge, je dirais qu'il faudra avoir au moins 16 ans, puisque les scènes sont assez détaillées. Il y a peut-être une scène explicite dans le 2, il me semble. Et puis il y a un certain niveau de maturité dans cette histoire. Et quand je parle de scènes détaillées, je parle de tout ce qui est affrontement, puis on parle pas mal de politique, mais bref, je reviens sur le résumé de l'histoire. On suit principalement Osol, qui est une archère amazone rejetée par les siennes. Elle a été rejetée suite à la trahison de sa mère, qui a décidé de partir pour vivre le grand amour, et depuis, Osol est méprisée par les siennes. Ce qui rend la chose encore plus surprenante, c'est, dans ces cas-là, pourquoi lui avoir confié une tâche aussi importante, escorter la fille de l'empereur jusqu'au royaume voisin afin de sceller une alliance. Déterminée à prouver sa valeur, elle doit se faire accepter par une troupe de soldats hostiles qui a déjà évincé les siennes de la garde impériale. Et parmi eux se trouve le capitaine Elior, surnommé le Loup, son bras droit, Sou, et un conseiller qui semble cacher des secrets, Amar. Malheureusement pour elle, aucun d'eux n'a l'habitude d'écouter, et surtout pas une Amazone. À peine ont-ils pris la route que les attaques se succèdent. Afin de survivre et de pouvoir arriver à bon port, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de s'allier. Et donc quand je vous dis que je vous recommande cette série, c'est que vraiment j'ai juste
adoré. Dans le premier tome, ce qui m'y a donc fait penser, c'est le fait qu'on a retrouvé Mulan et Shang qui devaient escorter les trois princesses, pareil. Enfin bref, je vais pas vous refaire le film, mais du coup c'est vrai que la mission principale m'y a grandement fait penser. Surtout que vu que l'univers a des inspirations de la culture asiatique, c'est pareil, ce qu'on s'imagine, ce qu'on visualise. Je l'ai répété plusieurs fois depuis le début de la vidéo, mais c'était très immersif. On a tout un système autour des gemmes, d'où les gemmes de vie. C'est ce qui maintient chaque individu en vie et c'est ce qui permet de savoir si telle ou telle personne est dotée de pouvoir et son niveau de puissance. Le fait est que avec Au Sol, on est à un sacré niveau. J'ai beaucoup aimé son personnage. Elle est assez introvertie mais sage et vraiment puissante. Mon autre chouchou au niveau des personnages, c'est le bras droit, Su. Je l'ai beaucoup aimé. Je dirais qu'il est un petit peu comme Au Sol, mais son histoire est assez mystérieuse et je vous laisserai découvrir ce qu'il en est. Et en fait, ce qui a rendu cette lecture vraiment addictive, c'est que du début à la fin, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les partis n'auraient pas misé sur le fait de faire louper cette mission? On a l'impression qu'il y a plein de complots qui se cachent derrière, on ne sait pas qui a pris part à telle ou telle attaque et où tout ça surtout va mener. Tous les personnages sont nuancés, on n'est pas sur lui il est gentil, lui il est méchant. On se retrouve vraiment pris dans l'intensité de l'histoire et on ne peut pas s'empêcher de faire des théories. Surtout que le tome 1 se termine sur une scène, on sait plus où donner de la tête. Et avec le tome 2, on en découvre plus sur les complots. Bien sûr, ils se poursuivent. On rentre plus dans les romances, même si les romances restent en second plan. On est vraiment concentré sur la politique. Mais pour le coup, contrairement à ces plaisirs violents, une politique qu'on a envie de suivre. Et on en découvre plus du coup sur l'histoire de nos personnages, notamment les origines d'Au Sol, puisque on nous parle beaucoup de sa mère, mais où est-elle? Et je trouve qu'ils sont plus développés sur un point émotionnel dans ce second tome. Surtout qu'on a un petit peu le dénouement de tous nos petits mystères. Et donc vraiment, pour le coup, c'est une série que je pourrais relire plus tard sans problème. Ensuite, j'ai lu Rebecca Keane 6, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez J'ai lu. Pour le coup, ce 6e tome, bon déjà vous voyez un petit peu l'épaisseur, il ne m'a pas convaincue. Je trouve que plus ça va et moins on a le temps d'avoir un développement comme on avait pu avoir dans nos premiers tomes de Rebecca avec les personnages secondaires. Ils ont de moins en moins de temps de visibilité. On se focalise plus que sur les enquêtes. Alors les enquêtes étaient sympas à suivre, hein, mais bon, c'est bien de souffler un petit peu avec d'autres choses entre temps puisque je vous ai pas fait de résumé vu qu'on en est au 6e tome et que je vous l'ai souvent fait. Mais Rebecca Keane, en gros, c'est une sorcière Vicaris. Son clan est assez mystérieux. Il y en a même qui pensent que c'est une légende. Ce sont des sorcières mortelles qui vivent en France et Rebecca a été chassée, condamnée à mort par les siennes et s'est réfugiée à Burlington afin de vivre parmi les humains. Tout cela avec sa fille. Et Burlington, c'est une ville qui est réputée pour être la moins dangereuse au niveau de tout ce qui est danger, sauf qu'à contrario c'est celle qui est le plus peuplée d'espèces surnaturelles et donc très vite Rebecca va être amenée à devenir l'assaillim de son état et en gros l'assaillim c'est un petit peu la police surnaturelle, elle est un petit peu le shérif quelque part. Puisque n'appartenant à aucun clan, elle a le recul nécessaire pour assumer ce rôle et à travers cette série on va suivre l'évolution de son histoire, tout ça avec des enquêtes à chaque tome. Et donc je trouve que malheureusement plus ça va, moins je suis séduite par la série. Je pense qu'on a perdu de ce côté-là justement de l'évolution de sa vie et on voit de moins en moins les personnages auxquels on a pu s'attacher précédemment, ce qui est vraiment dommage. D'après les avis que j'ai pu regarder, il me semble que le tome 7 est sur la même lignée, ça fait un moment que le tome 8 est en attente. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais je ne sais même pas si je vais continuer la série parce que j'avoue que je suis un petit peu mitigée. D'ailleurs, moi qui adorais le personnage de Rebecca, bah je sais pas, là je l'ai trouvée un petit peu lourde parfois. Vraiment, j'étais moins dedans. Je sais plus si je lui ai donné 3,5 ou 3 sur 5. En tout cas, une note qui illustre le fait que je sois assez mitigée. Et ouais, vraiment bof. Même les révélations qu'on a pu avoir, je les trouve assez prévisibles. En tout cas, c'est des choses auxquelles je m'attendais.
et dommage que ce soit pas plus développé. Ensuite, une romance avec Love and Other Worlds écrit par Christina Lauren. J'avais vu ce livre énormément passer dans les recommandations de romance et comme ils les ont réédité avec une version collector, eh bien je me suis dit je vais tester et ça a été un 5 sur 5 pour moi. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, la romance c'est pas mon genre de prédilection. Donc pour me faire aimer au point que je mette un 5 sur 5, c'est que vraiment c'était... En fait j'ai trouvé que c'était bouleversant comme histoire. Alors pour vous expliquer, nous suivons les personnages de Macy et Elliot. Macy et Elliot étaient meilleurs amis, ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes. Et c'était à la suite de la perte de la mère de Macy. Et d'ailleurs pour tout vous dire, dès la page 2, j'étais déjà en larmes. Hyper touchante cette histoire. Et donc ils sont le premier amour de l'un et de l'autre. Sauf que l'histoire commence lorsque Macy croise Elliot suite à de nombreuses années sans s'être adressé la parole et surtout en s'étant quittés dans des conditions vraiment très compliquées. Cette rencontre va représenter le bouleversement de sa vie étant donné qu'elle était sur le point de se marier. Et Macy, après la perte de sa mère, avait tout donné à Elliot jusqu'à ce qu'il la brise ce soir-là, le soir de leur séparation. 10 ans après, est-ce qu'Elliot réussira à convaincre Macy de lui donner une seconde chance et de vivre le grand amour? Et quand je vous dis que cette histoire est super touchante, c'est que, en fait, on arrive vraiment à ressentir la puissance du lien qui existe entre Macy et Elliot. On a un parallèle régulier entre le présent et le passé, et du coup, on reste dans le mystère, on se demande tout au long de notre lecture, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tout ça soit laissé de côté et qu'ils finissent par vivre une vie chacun de leur côté, puisque vraiment on les suit dans la beauté de, d'abord dans un premier temps, l'amitié qui les lie, et ensuite dans la naissance d'un amour qui semblait juste évident puisqu'ils semblent être faits l'un pour l'autre. Et quand on découvre tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, c'est vraiment déconcertant, bouleversant. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très belle et je n'ai pas envie de trop vous en dire pour que vous puissiez vivre l'intensité de cette lecture. J'avais carrément l'impression d'être prise en étau et à la fin, il m'a fallu plusieurs jours pour pouvoir m'en remettre. Mais attention, tout ce que je vous dis, c'est pas une sad end, hein, vraiment pas. Mais on y ressent plein d'émotions et pour le coup, c'est devenu l'une de mes romances favorites. On va donc enchaîner avec une autre romance et c'est L'As de pique de Morgane Moncomble qui est également publiée chez Hugo. Je ne sais plus si je l'ai dit juste avant. Et là, ça a été plutôt, je sais plus si j'avais mis 3 ou 3,5 sur 5. On y suit Daisy et Thomas. Thomas, on l'a découvert dans L'As de cœur, c'était un personnage plus secondaire et je ne sais plus ce qu'on n'arrêtait pas de dire de lui. Ah oui, il est tout le temps défini comme étant un sociopathe et je vais revenir là-dessus. En gros, Thomas, c'est le crush d'enfance de Daisy. Elle a toujours été amoureuse de lui. Sauf qu'il est le meilleur ami de son frère et de par sa nature de sociopathe, incapable de l'aimer. Il a donc toujours repoussé ses avances. Suite à 4 ans d'absence, ils se retrouvent et Daisy étant devenue célèbre, eh bien il va assumer le rôle de garde du corps pour elle. Et le plus dur pour lui, ça va être de garder ses distances. Et Daisy ne va rien faire pour l'aider. Donc pourquoi j'ai mis 3, 3,5 sur 5? Déjà j'ai pas hyper accroché à l'histoire en elle-même et c'est que je trouve qu'il y a certains sujets comme la dite sociopathie de Thomas par exemple qui sont abordés de façon un petit peu trop superficielle. Et quand je dis ça, je parle aussi par rapport à son histoire dans son enfance. Je trouve que parfois dans les histoires de Morgane Moncomble, il y a des sujets qui sont abordés mais de façon un peu spéciale, donc j'ai pas totalement adhéré. J'ai trouvé que certaines thématiques étaient un petit peu tirées par les cheveux et donc voilà quoi. J'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus puisque au final je dirais que c'était juste une lecture sans plus. Ensuite j'ai lu Tiziri de Alexiane Delis publié chez les éditions Plume Blanche. Et de souvenir, je crois que j'avais mis 4 sur 5 à cette lecture. Nous sommes dans une histoire post-apocalyptique. Les écommerces sont arrivés sur la Terre et toute la faune et la flore s'en est vue changer. La nature s'est liée contre les humains et pour pouvoir survivre, ces derniers se sont réfugiés sous un dôme dans un cratère
sur le continent africain. Nous suivons le personnage de Tiziri qui est atteinte d'albinisme et appelée Blanche par les siens. Elle est donc faucheuse et pour pouvoir les nourrir, elle est obligée de sans cesse repousser les limites de son territoire de chasse, puisque les proies se raréfient. Et à force, Tiziri commence à se poser certaines questions. Elle se demande s'il est bon de croire en la parole des anciens, étant donné que ses escapades lui laissent découvrir des choses qui remettent en question tout ce qu'ils ont pu leur apprendre jusqu'ici. Alors, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, pas autant que 200 d'écume et de glace, mais déjà, le fait qu'on suive une protagoniste atteinte d'albinisme, j'ai trouvé que c'était génial. L'univers est vraiment original et l'histoire est quand même très sympa à lire, j'ai passé un bon moment de lecture. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé Tiziri, mais je trouve que on n'en voit pas assez à propos de Kael. Je reste un petit peu sur ma faim. Et même si j'ai vu les choses venir, j'ai bien aimé la façon dont ça s'est exécuté et j'ai bien aimé le rôle que la nature a dans cette histoire, puisqu'on parle notamment d'écologie également. Je pense juste que je pourrais bien être amenée à préférer le tome 2, puisque à la fin, j'ai versé quelques larmes. Oui, mais moi je suis bonne cliente, hein, je vous l'ai déjà dit, si je n'en verse pas, c'est qu'il y a un problème justement. Et je suis assez intriguée pour la suite. Pour moi c'était plus un tome introductif, même si c'est une duologie. Il y a un autre livre, hein, mais c'est le point de vue de Kael d'après ce que j'ai compris. Et il me semble que c'est le point de vue de Kael par rapport à ce premier tome. Donc ça réglerait peut-être le souci que j'ai eu de ne pas avoir assez d'informations sur lui. Mais voilà, même si je m'attendais à plus l'apprécier, c'était quand même une très bonne lecture. Donc très curieuse de découvrir le tome 2. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont dans les grandes lignes vous avez déjà mon avis. La Reine Traîtresse, qui est écrit par Daniel N. Jensen et publié chez Bragelonne. C'est une lecture à qui j'ai mis 4 sur 5 pour vous réexpliquer un petit peu l'histoire, mais je pense l'avoir déjà assez fait. On va le faire quand même, mais voilà. Le premier tome, c'est Le Pont des Tempêtes et on y suit les personnages de Lara et, que je me trompe pas, Arène. J'ai déjà oublié. Et donc ce qui s'y passe, c'est que Lara est mariée à Arène, le roi d'Itikana, suite à un traité. Sauf que ce qu'Arène ne sait pas, c'est que Lara a été élevée pour devenir espionne pour le compte de Maridrina afin qu'il puisse s'emparer du pont, puisque c'est le pont qui représente un énorme atout au niveau du commerce, étant donné que ce royaume est menacé par la saison des tempêtes et que c'est le seul moyen de pouvoir échanger entre territoires. Lara, ayant été bercée par les paroles de son père, s'attend à découvrir un roi ignoble, on va le dire, et a pour objectif de sauver son peuple en réalisant cette mission. Sauf qu'elle va découvrir que eh bien, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblaient être et va complètement être chamboulée. Surtout qu'elle pourrait bien finir par être séduite par son mari. Donc voilà pour un petit résumé, j'espère que c'était assez clair du tome 1. Je ne vais pas vous faire un résumé du tome 2. En plus c'est un peu compliqué de parler du tome 2 sans spoiler le tome 1. Mais bon, bref. J'ai le même avis avec ce deuxième tome que pour le premier. J'ai pas trouvé que c'était incroyable, comment vous dire, déjà il y avait plus d'action, ça je salue ce point là, il me semble qu'il y avait 40 pages de fuite carrément, mais en fait dans ce tome, Arène m'a saoulée. Quand je vous dis saoulée, c'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop un ouin dans le sens où bien sûr je comprends sa position, c'est normal avec ce qui s'est passé dans le tome 1, mais on peut pas se dire A dans sa tête, puis B dans ses actes. Et c'est ça qui m'a un petit peu gonflé, c'est que je trouvais qu'il n'assumait rien. Et donc, je n'ai pas trop adhéré à son caractère. Vous voyez, tous ceux qui trouvent que Arène, c'est un book boyfriend incroyable, et bah, je peux vous le dire, c'est pas du tout le mien en tout cas. Il est vraiment pas dans ma team. Et donc, par contre, au niveau du personnage de Lara, je l'ai beaucoup plus apprécié ici, malgré les insultes et le fait qu'elle se fasse sans cesse rabaisser et juger. Eh bien, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une force de caractère. Je pense que pas mal de personnes auraient dit « Bah tu sais quoi, t'as décidé de faire ta tête de... voilà, eh bien tu te débrouilles ». Et ça n'a pas été son cas, elle est restée droite avec ses convictions. Et en plus, je trouve qu'on lui met tous les maux de la terre sur le dos, mais il y avait des circonstances atténuantes et elles n'ont pas été assez prises en compte. Déjà, de toute façon, c'est l'événement en question m'avait un petit peu blasée dans le tome 1. Je m'étais dit « Ah,
trop facile. C'était forcément attendu. Par contre, j'ai bien aimé l'apparition de certains personnages secondaires. Par exemple, les sœurs de Lara, ça m'a fait rire, enfin je les trouve vraiment attachantes. Et on a eu l'introduction du prochain couple, puisque le Pont des Tempêtes, ça marche un petit peu en système de duologie. On va avoir 2 tomes pour chaque couple. Et le prochain me donne totalement envie, je vous l'ai déjà dit. Leur histoire, leur caractère, ça m'a l'air un petit peu plus, je sais pas, c'est plus le genre de conditions qui me happe et donc je suis très curieuse de lire le tome 3 que je possède déjà, rien que pour ça. Mais pour continuer sur le Pont des Tempêtes, j'ai trouvé que Aren était vraiment hyper injuste et j'ai pas aimé certains moves de sa part. Je vais pas vous dire puisque bon, faut que vous puissiez découvrir le livre si vous ne l'avez pas lu, mais voilà, j'ai vraiment pas adhéré à son comportement. Et en plus, je trouve que à nouveau, la fin, elle est un petit peu trop facile. Enfin, je sais pas, ça me paraît trop simple sur plein de points. L'élément, la scène qu'on attend, bah je m'attendais à autre chose. Donc voilà, ça a été un 4 sur 5 parce que je trouve que c'est une lecture vraiment très facile à suivre et agréable. Mais pour moi, c'est pas non plus un coup de cœur puisque je penche pour trop de facilité scénaristique pour le tome 1 et pour le tome 2. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour le tome 3. Ensuite, j'ai lu Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus, et je crois que j'ai mis 4 sur 5 à cette lecture, mais comme pour ses plaisirs violents, plus j'y pense et plus je remets un petit peu en question la note que j'ai pu mettre. On y suit les personnages d'Emilia qui a une sœur jumelle, Vittoria, et cette dernière a été brutalement assassinée. Ce sont des sorcières, c'est un point qui est extrêmement important dans cette histoire. Tout simplement dévastée. Emilia est déterminée à se venger et retrouver le meurtrier de sa sœur, même si pour cela elle devra arriver à certains extrêmes, tels que l'utilisation de la magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer. Elle a été à de nombreuses reprises mise en garde dans les contes que sa grand-mère lui a racontés contre les princes de l'enfer. Et ce dernier prétend être de son côté, chargé par son maître d'élucider cette série de meurtres. Sauf que lorsqu'il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuse. Donc j'ai mis 4 sur 5, pourquoi? Bon, déjà, j'ai bien aimé l'univers, j'ai vu pas mal de plaintes sur la cuisine, je n'ai absolument pas compris. J'ai vu plein de gens dire oui, si je voulais lire un livre de recettes, je sais pas quoi. Mais absolument pas en fait. Oui, on la voit faire des recettes, la cuisine a un côté important. Il me semble de souvenir que l'autrice a des origines siciliennes et donc notre histoire se passe en Italie. Et forcément, avec la cuisine, je trouve que ça rajoute un plus. Ça nous permet de vraiment nous immerger dans l'univers. Limite, on arrive à sentir les saveurs de ces plats. Limite. Sauf que ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive quelques fois et c'est pas hyper détaillé non plus. Donc vraiment ce point là a été exagéré. Moi je trouve que ça apporte réellement un plus à l'histoire. Et tout ce qui est ambiance italienne comme ça, j'ai adoré. J'ai bien aimé également le personnage d'Emilia et je suis dégoûtée qu'on ait perdu aussi vite Vittoria parce que ce duo avait l'air vraiment super. Et bon, le fait qu'on s'y attache, de toute façon ça nous permet de consentir à la peine d'Emilia. Sauf que ce que je reproche à ce texte, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau de la traduction. Parfois, on passait d'un événement A à un événement B sans qu'il y ait forcément trop de sens. Enfin, ça manquait de logique. C'était pas forcément fluide. Pour tout vous dire, il y a un événement dans l'histoire, je n'ai absolument pas compris comment ça a été possible. J'ai posé la question sur Instagram et on m'a répondu, merci d'ailleurs, mais pour moi ça n'avait pas de sens, ça sortait un petit peu de nulle part et je me demande si ça vient de la traduction ou non. Ensuite, pour ce qui est de la relation de Colère et Emilia, j'ai pas trop compris non plus. Franchement, j'ai pas compris d'où ça sortait, ça s'est pas fait naturellement. Et ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment le côté enquête pour pouvoir résoudre ce mystère. Dès que je dis cette phrase, ça me fait penser à Scooby-Doo, bref. Et donc, à voir où ça va nous mener. Mais j'ai vu pas mal d'avis en ce moment, ça a commencé par un seul, puis j'ai l'impression que plus le temps passe et plus les gens s'accordent pour dire que eh bien, lorsqu'on poursuit l'histoire, il y a trop de scènes de smut. Alors que pourtant, il n'y en a pas dans ce premier tome, et ça m'étonne qu'on en arrive à ce point-là. Donc, à voir comment ça se passe. En tout cas,
ce que je peux vous dire pour cette série, ça dit 14 et plus pour ce premier tome. Je sais pas, hein, en vrai, si ça tourne au smut, moi je dirais au moins 16 ans. Surtout que c'est assez décrit tout ce qui est scène, puisque on a quand même mutilation de corps. Je dirais pas que c'est pour tout le monde, donc voilà, je préfère vous prévenir. À voir ce que ça donne avec la suite. Ce premier tome, j'ai bien aimé, mais j'ai mis des réserves et je sais pas si au final c'est pas plus un 3,5 qu'un 4. Ensuite, l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, La maison aux ailes déployées d'Olivia Wallenstein. Et oui, vous vous dites, mais c'était pas dans l'une de tes vidéos estimation 5 étoiles? Si, et j'ai mis 2,5. Et bon, j'allais dire j'ai été gentille, mais non, en vrai, je peux dire 2,5 par rapport à certains points, bref. Pour La maison aux ailes déployées, on suit le personnage de Fallon qui va découvrir une prophétie. Elle doit libérer les corbeaux afin de monter sur le trône. Et c'est d'autant plus surprenant que Fallon est une demi-fae et elle est donc extrêmement mal vue par ceux qui sont dits de sang pur, par la noblesse. Il n'y en a qu'un qui est gentil avec elle, le prince de Luce, Dante. Et c'est d'ailleurs son premier amour, le premier à qui elle a donné un baiser. Et elle qui pensait ne jamais avoir une chance de vivre son amour avec lui, eh bien se dit que c'est l'occasion pour renverser son frère et le faire monter sur le trône. Elle se lance donc dans cette chasse au trésor sans se douter qu'elle allait délivrer quelque chose ou quelqu'un de sombre. Un démon ailé qui semble obsédé par elle. Alors, pourquoi j'ai mis 2,5 sur 5? Déjà, j'avais de grosses attentes, donc forcément, la déception n'en a été que plus forte. Ce que j'ai le moins aimé, Fallon. Voilà, Fallon est insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, c'est pas en mode oh, elle est un petit peu spéciale, mais ça fait son charme. Non, vraiment, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout de ma lecture parce que je l'ai trouvée super niaise. Pas très fut-fut, vraiment, on peut se le dire, par rapport à la prophétie. Autant vous dire qu'elle a tout ramené au prince et j'aime pas ça du tout. Et même, parfois, il y avait des choses à essayer de deviner. Bah non. Si on devait compter seulement sur elle, on n'avancerait pas très loin dans la quête, moi je peux vous le dire. Bref, même au niveau de sa personnalité, elle est pas du tout attachante. Elle revient très souvent sur le fait qu'elle est extrêmement belle et blablabla et blablabla. Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Je n'ai pas aimé l'univers non plus. J'ai trouvé que ça avait peu de logique dans le sens où on nous donne une ambiance médiévale, mais on a des espèces de références à la pop culture. Il y a une référence à Harry Potter. Alors bon, autant vous dire que j'ai pas compris la ref étant donné que je n'ai ni lu ni vu les films, donc j'ai pas compris personnellement, mais quel est le rapport? Vraiment, et c'était pas la seule chose. Le langage aussi ne s'adapte pas du tout à l'ambiance de l'univers. Il y a une inspiration de l'Italie également, mais ça compliquait la chose puisqu'on nous mélange un dialecte de corbeau avec des mots italiens, bref, un méli-mélo de plein d'idées que je n'ai personnellement pas trouvé très structuré. J'ai aussi trouvé que Fallon se mêlait trop de la vie sexuelle des gens. Vraiment, elle est obsédée par ça. Pierre a couché avec Paul, mais Jacques est intéressé. Et est-ce que machin a couché tant de fois avec truc? Vraiment, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On s'en fiche. Et tout tourne autour de la chose, qui fait une ambiance un petit peu, j'ai trouvé malsaine. Et j'ai pas du tout accroché. D'ailleurs, il y a une scène de Smet. Oh, le cauchemar! Mais vraiment le cauchemar. J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. D'ailleurs, je crois qu'après cette scène, j'ai eu du mal à reprendre la lecture. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, vraiment. Et puis, pour revenir à son obsession avec le prince, c'est trop, vraiment, c'est trop. Tout le monde lui dit, oui, méfie-toi. Alors, elle n'est pas obligée d'écouter les autres, on est d'accord. Mais il y a quand même d'énormes red flags à chaque fois. Et elle est quand même têtue. Oui, elle est aussi têtue, j'ai oublié ce point-là. Elle est têtue, on a beau lui dire un truc, elle va jamais prendre en compte ce que les gens lui disent, il faut qu'elle y aille, elle fonce tête baissée et au final elle se plaint. Donc bon, ça c'est extrêmement chiant et autant vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé par rapport au prince, à la fin, je suis même pas sûre qu'elle a compris. Vraiment, elle est butée. Le seul personnage qui avait un brin de charisme, pour moi c'est Lorcan, je vous laisserai découvrir qui c'est.
Mais bon, apparemment il a des comportements qui sont à remettre en question dans la suite. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu et très franchement pour le moment j'ai pas envie de l'acheter, donc on verra plus tard. Mais c'est ce qu'on m'a dit, puisque bon, certaines personnes se sont retrouvées dans mon avis qui diverge de la majorité, puisque je vois plein de gens l'adorer. Ce n'est pas mon cas, vraiment ce n'est pas mon cas. Pour ce qui est de la quête, elle aurait pu être intéressante à suivre, cette espèce de chasse au trésor comme c'est dit dans le résumé. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas trouvé hyper fut-fut, donc voilà, bof. Et les personnages secondaires, celui qui m'a le plus dérangé, c'est surtout son pote. J'ai trouvé que lui aussi, il faisait tout le temps des références à la chose inutile. Mais vraiment, ce qui me dérange le plus, c'est les différences d'ambiance, d'inspiration, qui, tout ça ensemble, n'ont pas de sens, à mes yeux, en tout cas. Et le fait que j'ai aussi peu apprécié Fallon, eh bien, on peut dire que j'ai un peu enduré cette lecture. Très franchement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'histoire était spéciale. Il y a un autre personnage d'ailleurs que j'ai trouvé hyper malsain. Enfin, j'étais pas à l'aise en fait. Et je ne sais pas si je lirai la suite. En fait, j'ai envie de la lire par rapport au retour de personnes qui se sont retrouvées dans mon avis de ce tome 1, qui m'ont été faits par curiosité. Mais ça sert à rien de se l'imposer pour le moment. On verra un jour où j'aurai rien d'autre à lire. Et autant vous dire que c'est pas pour demain. Donc pour le moment, on restera sur cet avis déçu. Et j'ai mis 2,5 parce que ça reste quand même assez fluide à lire. Donc pour moi, de toute façon, j'aime pas mettre en dessous de la moyenne. Et bon, pas mal de personnes l'ont apprécié, à voir. Mais pour le coup, pour le moment, c'est un non pour moi. C'est pas un livre que je vous recommanderais. Ensuite, on revient sur l'une de mes meilleures séries de 2023, pour pas me tromper d'année. La saga de Reign. Dans mon vlog lecture, vous m'avez vu lire Glint et Glim, le tome 2 et le tome 3, écrit par Raven Kennedy et publié chez Hugo. Oh, incroyable. Pour l'histoire d'avant, c'est pour un public averti. Et ici, c'est 18 ans, on est sur de la dark romantasy. Et il y a pas mal de trigger warning, il y a des scènes explicites, mais on est dans un univers qui est vraiment sombre, avec des thèmes abordés qui sont difficiles, donc faites attention à vous. Alors, la saga d'Orain, c'est une réécriture du mythe du roi Midas, le roi qui transformait tout en or, sauf que ça s'en éloigne et l'univers, enfin l'introduction, il y a pas mal de mystères, hein, on découvre les choses au fur et à mesure de l'histoire, est original puisqu'on y incorpore des faillets et qu'il se pourrait que les choses ne soient pas comme elles sembleraient l'être. Et j'ai juste adoré, on a plusieurs points de vue. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, forcément on a les points de vue de personnages qui sont juste détestables. Je ne parle pas de Midas puisque lui de toute façon, pour le moment je préfère ne même pas en parler. On reviendra sur lui un petit peu après, mais par exemple le personnage de sa femme, de la reine, eh bien c'est un personnage que je n'apprécie pas, dont je ne valide pas les actions, mais on arrive quand même à avoir une certaine empathie dans la mesure du possible. Pour elle, on comprend le fait que les personnages de cette histoire soient vraiment très nuancés. Et donc, pour revenir sur la saga d'Oren, on y suit le personnage d'Oren principalement, qui est une jeune femme qui a vécu énormément de choses et qui a un jour été recueillie par Midas. Il a pu lui offrir un toit et une protection et depuis elle est amoureuse de lui et lui voue une certaine dévotion. Elle est assez aveuglée par ce personnage. Sauf qu'un certain concours de circonstances va l'amener à être séparée de lui, à commencer à ouvrir les yeux, à commencer à découvrir certaines choses et à remettre Midas en question. Cette suite est vraiment satisfaisante puisque c'est vrai que lorsqu'on lit le 1 et qu'on découvre le personnage de Midas, qui est l'un des personnages que je déteste le plus, toutes séries confondues, eh bien on est assez frustré par cet amour aveuglé que Oren lui voue par rapport aux circonstances de sa vie. Et dans cette suite, on la voit commencer à évoluer dans le sens où d'être au contact d'autres personnes qui la conseillent sans rien lui imposer, au contraire de Midas. Eh bien, elle commence à se poser certaines questions, à s'ouvrir au monde et oui, à questionner sa condition. Et dans ce tome 3,
Ah mais ce tome 3, vraiment ça a été un coup de cœur. Là c'était un 5 sur 5, mais lui un énorme coup de cœur. J'ai adoré. Autant vous dire que j'adore le personnage de Slade. Voilà, lui au contraire d'Aren, il fait partie de mes book of friends. Vraiment j'ai adoré ce personnage. Son caractère, sa façon de se comporter, je le valide. À voir avec la suite qui m'attend, Glow. Et d'ailleurs normalement ce mois-ci on a également la sortie... je sais plus comment s'appelle le prochain, je crois que c'est Gold. J'ai trop hâte et j'attends un petit peu, je peux le lire ce mois-ci d'ailleurs vu que Gold va sortir, mais bon bref. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait des points qui étaient extrêmement poignants puisque on revient sur des aspects de la vie d'Oren et on comprend mieux pourquoi elle en est arrivée là dans sa relation avec Midas vu tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a enduré. Et forcément on aborde des thèmes qui sont dur et c'est pour ça que c'est pour un public averti, surtout qu'on est dans une ambiance sombre par rapport à l'univers. Il se passe plein de choses, j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer, on découvre des points qui sont juste révoltants et même au niveau de l'univers on a de nouveaux éléments mais on reste encore une fois je trouve dans le mystère. C'est un univers qui est assez flou. Personnellement j'adore en découvrir toujours plus et j'aime beaucoup la plume de l'autrice, c'est hyper immersif, extrêmement addictif. Quand je l'ai lu j'étais plus capable de chroniquer, de faire mes dessins, vraiment j'étais plongée dans cette lecture. Mais voilà, le 2 on la suit dans son questionnement et le 3 on rentre pleinement dans le vif du sujet. Donc hâte de lire la suite et c'est une série que j'adore et que forcément je recommande à un public majeur et qui se sent capable de lire cette histoire. Ensuite on continue avec 2 services presse. Pour commencer, Le Royaume des Aumes, le tome 1, Le Territoire oublié, écrit par Audrey Cady et publié chez les éditions Bookmark. C'est une lecture à qui j'ai mis 2,5 sur 5. Nous y suivons le personnage de Colombe qui a 22 ans et qui est condamnée à se marier. Elle est offerte au roi d'Orchimée, un homme froid et impitoyable, mais pour sauver sa famille, elle est prête à se sacrifier. Son destin, qui semblait scellé, bascule à la veille de ses noces. Un mal s'attaque à son frère et elle devra alors choisir entre protéger son peuple ou sauver sa famille. Son périple débutera donc par-delà le fleuve Ama, dans un territoire inconnu de tous et peuplé de monstres mortels. Colombe devra y affronter le plus terrifiant des ennemis, la vérité. J'ai donc mis 2,5, pourquoi? Alors, c'est une histoire qui est post-apocalyptique et la tournure est intéressante puisque on y explique que, contrairement à ce que tout le monde pensait, c'est-à-dire une guerre mondiale numérique qui ravagerait notre planète, eh bien c'est cette dernière qui s'est rebellée contre l'humanité et qui a insufflé une magie qui ne semblait être qu'une légende, ce qui a affecté certains humains. D'où ce côté monstre, d'où le mal qui a attaqué son petit frère. Et j'ai trouvé que ce point-là avait beaucoup de potentiel. J'étais toujours très intéressée quand on parlait de l'histoire de notre univers. Par contre, je ne me suis pas attachée au personnage de Colombe. J'ai trouvé que parfois dans certains de ses comportements on n'aurait pas du tout dit qu'elle avait 22 ans. Après je ne sais pas si ça vient du fait que c'était une jeune femme noble, choyée, qui a vécu une belle enfance et qui a toujours été privilégiée dans la société. Mais c'est vrai que parfois elle avait certaines réflexions, et pareil je ne me suis pas du tout attachée à son petit frère non plus. J'ai pas compris parfois... sa position justement par rapport au sacrifice de sa sœur, voilà, je l'ai trouvé parfois un peu limite. Par contre j'ai beaucoup aimé le personnage de Crow, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de mature, qui avait de belles valeurs et j'ai bien aimé ce qui semblait commencer à s'apporter l'un à l'autre, que ce soit Crow par rapport à Colombe et l'inverse. Donc voilà, l'histoire a du potentiel comme je l'ai déjà dit. Mais personnellement, je suis un petit peu mitigée et j'ai pas assez accroché avec ce premier tome pour poursuivre la série. Il se passe quand même des choses assez intéressantes, on y découvre certains éléments et la fin nous laisse nous poser des questions quant à la suite. Mais ça sera tout pour moi. Et pour terminer avec les services presse au niveau des livres papier, j'ai lu Rejette-moi écrit par Kel Carpenter et Aurelia Jane et c'est une romance paranormale que j'ai énormément appréciée. On y suit Danica qui est une métamorphe qui est incapable de se transformer, elle est donc constamment suivie par sa forme physique animale, une louve, Nova. J'ai beaucoup aimé leur lien et ce côté atypique dans cette histoire. Danica vivait déjà une vie assez compliquée au sein de la Maison du Feu et de la Fluorine, sauf que tout s'empire lorsque son âme jumelle
est révélé Marcus del Reyes. Et Marcus del Reyes, c'est celui qui l'a tyrannisé, son bourreau, qui a fait de sa vie un enfer depuis qu'ils sont jeunes. Danica est donc déterminée à ne pas l'accepter, à le rejeter, et pour cela, elle est bannie de la maison du feu et de la fluorine par l'Alpha suprême, qui est également le père de l'âme qu'elle a rejetée. Elle se retrouve maintenant sans sa famille, sans foyer, sans protection. Et c'est alors que le mystérieux roi Elias de la maison du sang et du berry s'intéresse à elle. Il lui offre donc sa protection en échange de son intégration à sa maison. Sauf que rien n'est gratuit et pour cela ils vont devoir se mettre d'accord sur un pacte. Et il est sa seule chance de survie. Alors, on a donc les deux points de vue, le point de vue de Danica et le point de vue d'Elias, et j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. Déjà, je tiens à dire, attention, trigger warning, il y a des scènes explicites, que ce soit au niveau de tout ce qui est violence, c'est assez décrit, il y a des scènes un petit peu gore, mais également au niveau de tout ce qui est smut, étant donné que là, on est sur une série qui parle d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, et c'est une romance paranormale en premier lieu. Donc forcément, on va pas être sur un univers qui est hyper développé, on va plutôt se concentrer sur la relation de nos personnages. Et donc c'est un one shot, oui, il y a plusieurs livres dans le même univers, mais vous n'êtes pas du tout obligé de tous les lire. Alors pourquoi j'ai adoré? Parce que j'ai vraiment aimé le fait qu'on ne se serve pas de cette excuse de lien magique pour justifier une romance bullies to lovers. C'est un point que j'ai vraiment apprécié, le fait que malgré que la destinée lui ait imposé à la base cette relation, Danica a réussi à lutter et à rester sur ses positions, déterminée à ne pas céder et à ne pas tomber dans les bras de son bourreau. Et même hormis ça, j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre de tous les éléments, que ce soit au niveau de l'action, des secrets à découvrir, de la romance. C'est un one shot, mais pour le coup un one shot qui a été bien fait. Au niveau d'Elias, j'ai beaucoup aimé son personnage, mais j'ai surtout beaucoup aimé leur relation avec Danica, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne se laisseraient pas guider par le destin et qu'ils choisiraient la personne avec qui ils passeraient leur vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était beau. C'est très fluide à lire, c'est addictif. Alors, les scènes de smut sont un peu particulières. Moi j'ai trouvé qu'il y a des mélanges, comment vous dire, pour vous donner un exemple, il y avait une scène qui se déroulait après un champ de bataille. Je trouve que c'est spécial pour ma part. Mais bon, écoutez, ça m'a fait rire. Ah oui, il y a l'humour aussi qui est pas mal drôle. Enfin, en tout cas, j'ai été bon public pour le coup. Donc, autant vous dire que parfois c'est un peu spécial. Mais c'était une super lecture. Et à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai lu un autre livre dans le même univers. J'ai pas du tout aimé. Pour le coup, c'était totalement autre chose. Et celui-ci, je vous le recommande si vous êtes adepte de tout ce qui est romance paranormale, urban fantasy, c'était très sympa. Même l'univers qui du coup nous est expliqué dans la mesure du possible, eh bien on comprend tout. On arrive à saisir les enjeux qu'il y a derrière tout ça, puisqu'en plus il y a un conflit par rapport aux deux maisons que je vous ai citées dans le résumé. Il y a l'air d'avoir un énorme antécédent et justement on en découvre plus là-dessus et ça a été bien mené. Donc celui-ci c'était un 4,5 sur 5. Pour terminer cette vidéo, je vous parlerai des autres lectures dans un prochain update parce que là à mon avis ça va être très long et ça y est, on arrive à la fin de la journée. La dernière série que je vais vous présenter, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est également un service presse des éditions Bookmark et c'est Bataille surnaturelle, le repère du loup-garou, écrit par Kelly Sinclair, et j'ai lu les tomes 1 et 2 qui sont donc mensonge surnaturel et trahison surnaturelle, et c'est une série que j'ai adorée. J'ai mis 4,5 au premier tome, 4 au deuxième, et je vais vous faire un résumé. Andy vient de perdre sa mère et apprend que cette dernière avait contracté une grosse dette dans son dos et dissimuler sa véritable identité. À la recherche de réponses et dans l'envie d'en découvrir plus sur la face cachée de sa mère, elle se rend sur son lieu de naissance, Deception Valley. Et elle a la surprise d'y rencontrer sa famille. Très vite, elle découvre qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. 2 factions semblent s'affronter dans un jeu un peu spécial. Sa famille d'un côté et de l'autre, celle de cet homme étrange qui semble obsédé par elle. La voilà plongée au milieu d'une lutte ancestrale. Alors, je me répète, c'est une lecture que j'ai adorée. C'est un petit peu le même système que l'autre série de la même autrice qui parle des vampires. Je vous mettrai une image à l'écran. Sauf que je n'ai pas du tout eu le même ressenti. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'avais pas apprécié celle sur les vampires. Là, c'était totalement autre chose, grâce à notre protagoniste Andy qui n'a pas du tout le même tempérament. Déjà, Basilia était l'héritière d'une grande puissance et elle était vraiment trop
obsédée là-dessus. Mais bon, si vous voulez mon avis, je vous invite à regarder la vidéo en question. Je la mettrai dans le i si je n'oublie pas. Et ici, Andy, ça n'a pas du tout été son cas. C'est une jeune femme qui est humble, qui a dû affronter certaines difficultés, vivre avec les démons de sa mère et avec l'abandon de son père. Donc on est sur une personnalité totalement différente. Et même au niveau du jeu, ça m'a beaucoup plus happé puisque je vous avais expliqué que ça faisait un petit peu Monopoly géant avec les vampires. Là c'est autre chose, on est sur des sortes de grilles et les deux factions s'affrontent afin de gagner des points avec des fléchettes, oh comment on dit déjà, tranquillisantes, bref, ce genre de choses. C'est tout un système à expliquer, mais le but, il me semble qu'il se dispute 5 grilles, si je ne me trompe pas, ou 4, bref, il y a un nombre donné, et la faction qui aura la totalité des grilles remportera le jeu, et celle qui aura perdu sera invitée à partir du territoire. Mais tout ça vous est expliqué dans le livre et vraiment c'est tellement addictif parce que pareil que pour le livre précédent, on a un bon équilibre de tous les éléments. Il y a énormément de secrets, des secrets de famille, des mystères. Il y a tout ce qui est tension entre Andy et le fameux loup-garou obsédé par elle, puisque forcément pourquoi il est obsédé par elle? Eh bien à nouveau par rapport à un lien magique, il la reconnaît comme étant sa compagne, sauf que forcément ils sont tous les deux dans des familles ennemies, donc ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Et j'ai adoré suivre les parties pour ce qui est du premier tome. Vraiment le premier tome incroyable, à la fin je m'attendais pas aux révélations qu'on a pu avoir et ça donnait énormément envie d'enchaîner avec le 2. Pour ce qui est de ce deuxième tome, eh bien c'est autre chose par rapport aux événements du précédent. J'ose pas vous dire dans la vidéo puisque j'enchaîne la présentation du 1 puis du 2, mais il y a certaines choses qui se sont passées qui font que maintenant Andy doit assumer certaines responsabilités, tout ça avec la complexité d'être entraîné dans différentes rencontres avec le loup-garou et sans oublier le fait que eh bien, les siens détestent les loups-garous. Ça vous expliquait dans l'histoire. Et ça fait que les choses n'en sont que plus compliquées. Sauf que justement, je ne suis pas revenue là-dessus, on découvre sa famille et on s'attache plus ou moins à différents personnages secondaires également. J'ai adoré son meilleur ami, surtout dans le tome 2. Par contre, sa cousine, je peux pas me la voir, vraiment je peux pas me la voir. J'ai mis des réserves dans le tome 1, mais alors là dans le tome 2 c'est confirmé. Et on découvre également son oncle, mais bon bref, ça il y a plein de mystères derrière tout ça, donc je vous laisse découvrir en quoi ça consiste. Et dans ce tome 2, on se concentre plus sur la relation entre nos deux protagonistes. Là, on est dans une histoire qui n'a qu'un point de vue, on ne suit que le point de vue d'Andy. Et on s'attache réellement au protagoniste masculin. Je ne vous dis pas son nom depuis tout à l'heure parce qu'il y a tout un mystère également, donc je préfère vous laisser dans le flou. Et à nouveau, à chaque fois, elle arrive à terminer les tomes avec des actions, mais ça donne énormément envie d'avoir la suite. Et il me semble que la sortie, c'est dans 5 ou 6 mois, je suis impatiente. Je me demande où ça va nous mener, plusieurs pistes sont envisageables, donc très curieuse. C'est une histoire que je vous recommande si vous êtes adepte forcément de romance paranormale, d'urban fantasy. Mais encore une fois, c'est pour un public averti, il y a des scènes explicites, donc attention. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!